Par une soirée de la fin de l'été 2011, au cœur des montagnes impitoyables de la province de Wardak en Afghanistan, une mission s'apprêtait à se dérouler, mettant à l'épreuve les limites des forces spéciales américaines. Les enjeux étaient élevés. Un groupe de rangers de l'armée était pris dans une fusillade intense avec des insurgés talibans, coincés et en infériorité numérique. Des renforts étaient requis d'urgence. Un appel qui allait envoyer une équipe d'élite de Navy SEAL, d'opérateurs des forces spéciales de l'armée de l'air et d'autres forces spéciales se précipiter au cœur du danger. Cette mission n'était pas ordinaire. L'hélicoptère transportant ces guerriers au combat était un CH-47 Chinook, un grand appareil lourdement modifié conçu pour transporter des troupes en territoire hostile. À bord se trouvaient 38 âmes, les meilleurs parmi les meilleurs, triés sur le volet à travers l'armée, y compris l'équipe Sea, Air and Land 6, la célèbre unité responsable du raid qui a tué Oussama Ben Laden quelques mois plus tôt. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, Extorsion 17 a décollé à la faveur du crépuscule. La mission était claire, insérer rapidement ses forces, renforcer les rangers et sécuriser la zone. Mais la route à venir était périlleuse, entourée de combattants ennemis connaissant parfaitement le terrain et déterminés à frapper au cœur de l'élite militaire américaine. Les événements qui ont suivi ont créé une onde de choc dans l'armée et le pays. Ce fut un moment soulevant des questions ardues sur le renseignement, la planification et les périls imprévisibles affrontés par ceux qui combattent dans l'ombre. Voici l'histoire d'Extorsion 17, une mission marquée par le courage, le sacrifice et une perte tragique qui résonne encore dans les couloirs de l'histoire militaire. Bienvenue dans Guerre du Monde. À la suite des attentats du 11 septembre, les États-Unis ont lancé une campagne mondiale contre le terrorisme, l'Afghanistan devenant le principal champ de bataille. Le terrain accidenté et un ennemi insaisissable ont nécessité le déploiement de forces d'opération spéciales d'élite, parmi lesquelles les SEAL de la marine américaine ont joué un rôle central. Les Navy SEALs, spécialistes en opérations maritimes, aériennes et terrestres, sont reconnus pour leur polyvalence et leur efficacité au combat dans divers environnements. Au sein de ce groupe d'élite, le groupe de développement de la guerre spéciale navale ou groupe de développement de la guerre spéciale navale plus, communément appelé Sea, Air and Land Team 6, est devenu un atout essentiel dans les opérations de lutte contre le terrorisme. Le groupe de développement de la guerre spéciale navale est spécialisé dans les missions à haut risque nécessitant précision et discrétion. Un moment décisif pour le groupe de développement de la guerre spéciale navale est survenu le 2 mai 2011 lors de l'opération Neptune Spear. Au cours de cette mission, les membres de l'équipe Sea, Air and Land 6 ont infiltré un complexe à Abbottabad au Pakistan et ont tué Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda et le cerveau des attentats du 11 septembre. L'opération a été menée avec une précision remarquable et a marqué une victoire significative dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, le succès de l'opération Neptune Spear a eu des conséquences inattendues. Les talibans pakistanais, également connus sous le nom de Tariq et Taliban Pakistan, ont juré de se venger des États-Unis et de leurs alliés. Dans les semaines qui ont suivi la mort de Ben Laden, le Tariq et Taliban Pakistan a revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques, dont un attentat suicide dévastateur qui a tué au moins 70 personnes dans le nord-ouest du Pakistan. Le groupe a déclaré que ces attaques étaient des actes de vengeance pour la mort de Ben Laden. Alors que la guerre en Afghanistan se poursuivait, les forces américaines comptaient de plus en plus sur les hélicoptères pour le déploiement et l'extraction rapide dans des terrains difficiles. Le CH-47 Chinook hélicoptère lourd birotor est un véritable cheval de bataille pour transporter troupes et matériel. Malgré ses capacités, la taille du Chinook et ses trajectoires de vol le rendaient vulnérable aux tirs ennemis, en particulier aux roquettes anti-chars. Dans ce contexte instable, les opérations spéciales étaient intrinsèquement risquées. La dépendance aux hélicoptères pour déployer et extraire les troupes en zones hostiles mettait en évidence les dangers auxquels les forces américaines faisaient face. Le terrain était préparé pour des missions comme Extorsion 17, qui allait tragiquement mettre en lumière les périls de la guerre moderne et les sacrifices de ceux qui servent. Dans l'obscurité précédant l'aube du 6 août 2011, un hélicoptère CH-47 des Chinook de l'armée américaine a décollé dans la nuit afghane. Son indicatif d'appel, Extorsion 17.
Leur destination était le terrain accidenté et hostile de la vallée de Tangi, dans la province de Maidan Wardak, un refuge bien connu des combattants talibans. L'opération visait à renforcer une équipe de rangers de l'armée engagée dans un échange de tirs lors d'un raid nocturne ciblant un haut dirigeant taliban, Kari Tahir. Leur assaut initial a commencé vers 22h37. Le 5 août, lorsque 47 rangers du 75e régiment ont été déployés dans la vallée à bord de 2 hélicoptères Chinook. Leur objectif était de capturer ou d'éliminer Tahir, qui avait récemment pris le commandement après la mort de son prédécesseur. Alors que les Rangers avançaient, ils ont rencontré de la résistance, les renseignements indiquant un regroupement des insurgés à proximité. Pour empêcher la fuite des chefs talibans et soutenir les Rangers engagés, les commandants ont rassemblé une force de réaction rapide, ou force de réaction rapide. Cette équipe comprenait 17 Sea, Air and Land S de la Navy, de l'équipe Sea, Air and Land 6, ainsi que des opérateurs des forces spéciales de l'armée de l'air, des membres d'équipage de la garde nationale et de la réserve de l'armée, des commandos de l'armée nationale afghane, un interprète afghan et un chien militaire nommé Bart. La décision a été prise de déployer toute cette force de réaction rapide à bord d'un seul hélicoptère Chinook, Extortion 17, afin d'accélérer leur renfort. Cette approche, bien qu'efficace, s'écartait de la pratique habituelle qui consistait généralement à répartir les équipes sur plusieurs appareils afin de réduire les risques. Extortion 17 a quitté une base opérationnelle avancée vers 1h du matin en direction de la zone d'atterrissage désignée dans la vallée de Tangi. La mission était urgente, visant à insérer rapidement la force de réaction rapide pour soutenir les Rangers et appréhender Tahir avant qu'il ne puisse s'échapper. La composition de l'équipe à bord d'Extortion 17 reflétait la nature collaborative des missions des opérations spéciales, réunissant du personnel d'élite provenant de différentes branches et unités. Leur expertise combinée était cruciale pour le succès de la mission dans le terrain difficile et l'environnement hostile de la vallée de Tangi. Alors qu'Extortion 17 se dirigeait vers la zone d'atterrissage, l'équipe à l'intérieur se préparait à soutenir leurs camarades au sol et à accomplir leur mission. À leur insu, les forces ennemies étaient déjà en position, prêtes à exploiter les vulnérabilités de l'hélicoptère qui approchait. Ce qui s'ensuivit fut dévastateur, marquant l'un des moments les plus sombres de l'histoire des opérations spéciales américaines. Alors qu'Extortion 17 approchait de sa zone d'atterrissage, dans les étroites limites de la vallée de Tangier, l'obscurité n'était rompue que par la lueur de fusées éclairantes lointaines et le bourdonnement des rotors. À bord se trouvaient 38 personnes, des forces d'opération spéciales d'élite, des partenaires afghans et un équipage aérien expérimenté se dirigeant vers ce qui aurait dû être une mission de renfort exemplaire. La vallée, bordée de crêtes escarpées, offrait peu d'options pour l'approche de la trajectoire de l'hélicoptère étant dictée autant par le terrain que par les tactiques. Un avion-canon 130 leur assurait une couverture aérienne. L'équipage à bord avait déjà signalé des mouvements au sol, des insurgés potentiels, mais ils n'avaient pas reçu l'autorisation d'ouvrir le feu. Les règles d'engagement étaient alors strictes. Sans confirmation d'une menace directe, aucune frappe préventive n'était autorisée. Le capitaine Johnny Marquez, l'officier de contrôle des tirs à bord du canonnière, se souvient plus tard avoir vu des insurgés se déplacer tactiquement, une expression qui semblait encore la hanter. Elle a déclaré plus tard lors d'une interview, je cite, « Ils observèrent l'appareil, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. » Fin de citation, elle a demandé l'autorisation d'engager qui lui a été refusée. En dessous, le Chinook se préparait à descendre, ralentissant à environ 58 miles par heure et descendant à une altitude d'environ 100 à 150 pieds. La zone d'atterrissage n'était qu'à quelques secondes lorsque 2 éclairs de lumière ont jailli d'un complexe sur la colline. Des roquettes propulsées par grenades se dirigeaient directement vers l'hélicoptère. Des combattants talibans, probablement informés des mouvements nocturnes de la coalition, avaient apparemment mis en place une embuscade improvisée. L'une des roquettes avait raté sa cible, mais la seconde, non. Elle a frappé le rotor arrière de l'appareil avec une précision dévastatrice. Avec son rotor de queue sectionné, Extortion 17 a commencé à tourner violemment sur lui-même. Puis il est tombé du ciel, s'écrasant dans le lit asséché d'un ruisseau. L'impact a causé la mort immédiate de tous les passagers.
L'heure locale était 2h38 du matin. Il n'y a eu aucun survivant. La réaction au poste de commandement a été immédiate mais chaotique. Des équipes de recherche et de sauvetage ont été envoyées, mais elles ne feraient que confirmer la triste réalité. Dans les heures qui ont suivi, les noms des personnes à bord seront transmis dans la chaîne de commandement. Des noms qui comprenaient les 17 membres de l'équipe Sea, Air and Land 6, 5 membres du personnel de soutien des opérations spéciales navales, ainsi que des membres du 160e régiment d'aviation des opérations spéciales, connu sous le nom de Night Stalkers. Les questions ont commencé immédiatement. Pourquoi un si grand nombre de membres d'élite avaient-ils été embarqués dans un seul appareil ? Pourquoi le même itinéraire d'insertion reconnu comme risqué lors de missions précédentes avait-il été utilisé 2 fois dans la même nuit ? Et pourquoi une menace suspectée avait-elle été observée sans être engagée ? Un ranger, dont le nom n'a pas été révélé, impliqué dans la fusillade initiale, a plus tard fait remarquer « Nul besoin d'être tacticien pour voir le risque encouru. Un seul hélico, une seule tentative sur le même trajet. C'est comme jouer à pile ou face pendant un orage. » Fin de citation. L'enquête officielle de l'armée a conclu que l'embuscade n'avait pas été planifiée à l'avance, mais qu'il s'agissait plutôt d'une opportunité saisie par les combattants talibans. Pourtant, pour les familles des soldats tombés et certains membres des forces spéciales, cette perte ressemblait moins à de la malchance qu'à une erreur de jugement, un résultat qui aurait pu être évité avec quelques décisions différentes. Ce qui s'est passé dans ces dernières secondes s'est déroulé en un éclair, un fracas, mais son impact allait se répercuter pendant des années au sein des rangs de l'armée américaine, en particulier parmi la fraternité des opérateurs spéciaux, qui savaient que même parmi les meilleurs, il n'y avait aucune garantie en temps de guerre. La chute d'Extorsion 17 le 6 août 2011 a provoqué une onde de choc à la fois au sein de l'armée américaine et dans tout le pays. 38 vies ont été perdues, dont 30 membres des forces armées américaines, ce qui en fait l'incident le plus meurtrier pour les forces américaines pendant la guerre en Afghanistan. Dans l'immédiat après coup, le chagrin a envahi les communautés militaires et les familles à travers tout le pays. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu dans tout le pays, y compris un enterrement collectif organisé au cimetière national d'Arlington pour honorer ceux dont les restes n'ont pas pu être identifiés individuellement. Le Musée national des Underwater Demolition Teams et des Sea, Air and Land de la Marine, ainsi que d'autres institutions, ont depuis érigé des mémoriaux pour honorer ceux qui ont été perdus. Une enquête officielle, dirigée par le général de brigade Jeffrey M. Colt, a conclu que l'hélicoptère avait été abattu par une roquette tirée par des insurgés talibans. Le rapport indiquait que l'attaque était le résultat du fait que les insurgés se trouvaient au bon endroit au bon moment, plutôt qu'une embuscade coordonnée. Cependant, les conclusions de l'enquête n'ont pas dissipé toutes les inquiétudes. Les familles des victimes et des militaires ont remis en question la planification et l'exécution de la mission. Les critiques ont souligné la décision de transporter un grand nombre de soldats d'élite à bord d'un seul hélicoptère, l'utilisation d'une trajectoire de vol prévisible et le choix de l'appareil. Certains ont soutenu qu'un hélicoptère des opérations spéciales, comme le MH-60 Black Hawk, aurait été un choix plus approprié compte tenu des conditions de la mission. Une nouvelle controverse a éclaté sur de potentielles fuites de renseignements. Certains membres de la famille et commentateurs ont suggéré que l'identification des membres de l'équipe Sea, Air and Land 6 après le raid contre Ben Laden a compromis leur sécurité. Ils se sont demandé si les talibans avaient été prévenus de leur mission, ce qui aurait conduit à l'embuscade fatale. Les règles d'engagement de l'époque ont également été examinées de près. Le capitaine Johnny Marquez, l'officier de contrôle des tirs à bord de l'avion Canon 130 qui accompagnait Extorsion 17, a ensuite exprimé des inquiétudes, estimant que les règles l'avaient empêché de prendre des mesures préventives contre des insurgés présumés dans la zone. Elle pensait que si elle avait été autorisée à engager les cibles, cette tragédie aurait pu être évitée. Ces controverses ont mené à des appels pour une enquête approfondie. En 2013, les membres des familles des cils tombés ont tenu une conférence de presse pour exiger des réponses et des comptes. Ils ont accusé l'administration Obama d'avoir mis en danger leurs proches en divulguant des détails sur l'implication de l'équipe Sea, Air and Land 6 dans le raid contre Ben Laden. Mais malgré ces préoccupations, le département de la Défense a maintenu que la planification et l'exécution de la mission étaient conformes aux procédures standards et qu'il n'y avait aucune preuve d'une embuscade coordonnée ou d'une fuite de renseignements.
La tragédie d'Extorsion 17 reste un chapitre sombre de l'histoire militaire des États-Unis. Elle a suscité des discussions continues sur la sécurité opérationnelle, la planification des missions et les défis auxquels sont confrontées les forces d'opération spéciales dans des environnements hostiles. Cette perte continue d'être honorée à travers des mémoriaux et des commémorations garantissant que les sacrifices consentis ne soient jamais oubliés. Au cours des années qui ont suivi l'abattage d'Extorsion 17, l'armée américaine a entrepris un examen approfondi de ses protocoles opérationnels. La tragédie a mené à une réévaluation de la planification des missions, modifiant le déploiement des forces d'opération spéciales. L'accent a été mis sur la diversification des méthodes d'insertion, l'optimisation de la collecte de renseignements et l'amélioration de la communication entre les unités pour réduire les risques lors des prochaines missions. Parmi les 30 Américains tués se trouvait le premier maître de la marine Michael G. Strange, technicien en cryptologie au sein de l'équipe Sea, Air and Land 6. Son père, Charles Strange, a été un défenseur inébranlable de la transparence et de la responsabilité concernant les circonstances entourant la mission. Dans son livre « Relentless », la quête de vérité d'un père Gold Star, Charles raconte une conversation avec le président Obama à la base aérienne de Dover, où le président lui a assuré que l'incident ferait l'objet d'une enquête approfondie. Charles se souvient, je cite, « J'ai attrapé monsieur le président par les épaules et j'ai dit « Je n'ai pas besoin de savoir pour mon fils. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, monsieur le président. » Fin de citation. Mais malgré les assurances du président, Charles estime que l'enquête n'a pas apporté les réponses qu'il cherchait. La tragédie de l'Extorsion 17 a également mis en lumière l'importance de soutenir les familles des membres des forces armées tombées au combat. En réponse, des organisations comme le Projet 31 Héros ont été créées, apportant leur aide et honorant la mémoire des 30 Américains disparus. Leurs efforts garantissent que les familles ne sont pas laissées seules face à leur chagrin. La perte d'Extorsion 17 est un rappel frappant de la mince frontière qui existe réellement entre le succès et la tragédie en temps de guerre. Dans l'environnement impitoyable des conflits modernes, même les opérations les mieux planifiées peuvent être anéanties en un instant. Le courage de ceux qui étaient à bord témoigne de leur engagement, mais il révèle aussi la nature brutale et imprévisible de la guerre, où le prix à payer se mesure souvent en vies perdues trop tôt. Alors que nous réfléchissons à cette tragédie, il est important de reconnaître non seulement l'héroïsme, mais aussi la dure réalité à laquelle sont confrontés ceux qui servent dans les opérations spéciales. Leur travail exige d'affronter des dangers que la plupart ne peuvent même pas imaginer, et leur sacrifice souligne le coût humain profond derrière chaque mission. La guerre est brutale, aveugle et impitoyable, une vérité qui demeure, quel que soit le niveau d'élite des combattants impliqués.